Elle l'avait élevé comme s'il était de son sang, lui avait donné tout ce qu'elle pouvait, et sa réponse fut de l'abandonner complètement. Cela se produisit un jeudi soir, un de ces jours incertains où le soleil semblait hésiter entre s'attarder et disparaître prématurément. Evelyne se retrouva sur le perron, chaussée de pantoufles, serrant contre elle un sac de course en tissu contenant du pain frais, plusieurs boîtes de haricots et un poulet rôti chaud emballé dans du plastique. Elle s'appuya contre sa porte d'entrée, sa propre porte, et sentit que quelque chose clochait. Sa clé ne fonctionnait pas. Elle essaya à plusieurs reprises, la faisant tourner lentement, rapidement, la retournant même, pensant que son esprit lui jouait des tours. Mais sa main n'était pas le problème. Le problème venait du mécanisme de la serrure. Quelqu'un avait remplacé le pêne dormant. Elle tapota une fois, puis une autre, puis plus fort avec les phalanges, toujours agrippée à son sac de course, toujours enveloppée dans son pull bleu pâle au léger parfum de lavande. Toujours là où elle se tenait depuis 22 ans. Puis, l'entrée s'ouvrit, légèrement. Nathalie, la compagne de Ryan, jeta un coup d'œil par l'étroite ouverture, les sourcils levés comme si elle n'avait pas anticipé de visiteurs. « Oh, bonjour! On ne vous attendait pas si tôt. » Evelyne la fixa du regard. « Pourquoi ne puis-je pas entrer chez moi ?» Nathalie marqua une pause. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, puis sortit en fermant complètement la porte. « Je crois que Ryan avait l'intention de discuter de ça avec vous. » « Discuter de quoi exactement? Vous n'habitez plus ici. » Le silence tomba comme une pierre. Evelyne serra plus fermement son sac de course. Soudain, incertaine de ce qu'elle allait faire de ses bras, sa poitrine se serra. « Que venez-vous de me dire ?» Nathalie esquissa un sourire nerveux. Le genre de sourire que les gens affichent quand ils font comme si tout allait bien. « Écoutez, ce ne sont que des questions administratives. Rien contre vous personnellement. Ryan a mentionné que vous aviez accepté de céder le titre de propriété. J'ai accepté quoi? Il a dit que vous aviez signé il y a plusieurs semaines. Vous souvenez-vous de tous ces papiers sur la table à se manger? » Evelyne observa attentivement, et peu à peu, les choses commencèrent à prendre sens. Les documents, la façon dont Ryan écartait ses questions, lui indiquaient qu'il s'agissait simplement d'un entretien de routine, qu'il fallait organiser les choses correctement, que cela protégerait la propriété si quelque chose vous arrivait. Elle avait placé sa confiance en lui, elle avait fait confiance à son enfant, et maintenant ses mains tremblaient. Nathalie ne s'attarda pas sur d'autres questions. Elle se glissa à nouveau à l'intérieur, marmonnant quelque chose à propos de contacter Ryan. L'entrée se referma, sécurisée à nouveau. Evelyne resta là 1 minute entière, puis 5, puis 10. Personne ne rouvrit la porte, et elle s'abstint de frapper. Elle descendit lentement l'escalier, ce poulet toujours bercé sous son bras comme un bébé. Elle était incertaine de sa destination, mais elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Cependant, Ryan ne s'était pas contenté de s'emparer de sa maison. Il avait emporté quelque chose de plus profond. Et Evelyne allait se rappeler précisément qui elle était. Bien avant tout cela, avant les documents, avant Nathalie, avant que son perron ne devienne inconnu, Evelyne avait été plus qu'une simple femme en résidence. Elle avait été une mère. Et pas n'importe qui, pour un enfant que personne d'autre ne désirait. En 1996, Evelyne travaillait de nuit au Centre médical Saint-Joseph de Jackson, dans le Mississippi. Elle travaillait comme infirmière de service, résiliente, fiable, douce, une femme qui avait depuis longtemps accepté de ne pas avoir d'enfant après 2 fausses couches et un traitement de fertilité infructueux. Le chagrin était une marque, invisible, mais profonde. Et puis, un soir, elle rencontra Ryan. Il était arrivé avec un poignet fracturé, à peine âgé de 2 ans, pâle, mal nourri, vêtu d'une chemise 3 tailles trop grande avec des taches moutarde sur le col. Sa famille d'accueil n'est même pas restée à l'hôpital, l'a confié au service de protection de l'enfance et est partie. Evelyne n'avait pas cherché à adopter, mais parfois, le divin ne se manifeste pas. Parfois, il vous place simplement dans les bras d'un enfant et vous met au défi de le libérer. Ryan est resté silencieux les premiers jours. Il s'accrochait simplement à son uniforme, comme à du lierre. Il ne communiquait avec personne. Il ne mangeait pas à moins qu'elle ne lui en fournisse. Quelque chose en elle lui procurait un sentiment de sécurité, et cela lui suffisait. 2 mois plus tard, elle a soumis les premiers documents.
6 mois plus tard, il portait son nom de famille. Ses compagnons pensaient qu'elle avait perdu la raison. Une Afro-Américaine célibataire d'une trentaine d'années, adoptant un enfant caucasien souffrant de troubles du comportement. Ma fille, tu essayes de sauver tout le système. Non, juste celui-là, répondait-elle. Evelyn a donné à Ryan tout ce qu'elle n'avait jamais possédé. Une chambre avec un lit sur le thème de l'automobile, des déjeuners préparés avec son nom écrit au marqueur, des cours de natation, des cours de musique, des excursions au parc animalier le samedi. Il souffrait de problèmes respiratoires. Elle avait trouvé le meilleur pédiatre. Il avait du mal à lire. Elle avait engagé un professeur particulier. Elle lui avait montré comment tresser les cheveux avec ses figurines pour qu'il comprenne comment prendre soin de sa future fille. Elle lui avait fait écrire des lettres de remerciement après Noël. Et elle n'avait jamais manqué une seule réunion parent-professeur. Mais tout n'était pas parfait. À mesure que Ryan grandissait, la situation changeait. Au collège, il commença à se poser des questions. Pourquoi ai-je l'air différent de toi? Pourquoi les gens nous observent-ils bizarrement dans les magasins? Pourquoi tout le monde pense-t-il que je suis adopté? Elle répondait toujours par des mots identiques. Parce que tu l'es, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas à moi. Il ne l'a jamais complètement accepté. Au lycée, il s'est renfermé. À l'université, il rentrait rarement chez lui. Et quand il le faisait, c'était toujours bref. Une nuit, un repas, un bonjour maman, avant de filer, son téléphone à la main. Pourtant, Evelyn ne protestait jamais. Elle laissait les lumières allumées. Elle gardait son ancienne chambre exactement comme il l'avait laissée. Elle continuait à croire que l'amour, même l'amour silencieux, était suffisant. Puis son conjoint mourut. Et soudain, Ryan se mit à lui rendre visite plus fréquemment. Au début, il la soutenait, nettoyant les gouttières, tondant la pelouse, lui rappelant de prendre ses médicaments contre l'hypertension. Il emmenait Nathalie de temps en temps, et il s'asseyait sur la véranda pendant qu'Evelyn préparait du pain de maïs et regardait des jeux télévisés. Elle croyait que les choses allaient en mieux. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Ryan n'était pas rentré pour reconstruire. Il était venu pour évaluer. Et le temps qu'elle comprenne, son nom avait été rayé de l'acte de propriété et sa fiducie avait été vendue pour rien. Mais une mère n'oublie pas. Et Evelyn se remémorait déjà tous ses sacrifices. Evelyn passa cette soirée dans sa voiture. Elle la gara à 2 pâtés de maison de la maison. Enfin, ce qui était auparavant sa maison, devant une série de duplex à la peinture écaillée et aux chaises en plastique sur les porches. Elle ne versa pas une seule larme. Mais ses mains restèrent fixées à 10h02 sur le volant, même après l'arrêt du moteur. Le poulet rôti, intact, reposait sur le siège passager. Froid maintenant, la graisse suintant à travers le plastique. Elle fixait le vide à travers le pare-brise. Le deuil a tendance à peser lourdement sur la poitrine. Pas seulement à cause de la perte d'être cher, mais aussi à cause de la reconnaissance de ce qu'ils n'ont jamais été. Lorsque son mari Léonard mourut 3 ans plus tôt d'un caillot sanguin mal diagnostiqué, Evelyn pensa que la douleur ne pouvait être plus intense. Il avait été sa stabilité. Un homme aux mots limités, tout en substance. Ils se rencontrèrent à l'église, tombèrent amoureux autour d'un poisson-chat frit et de passages de la Bible, et passèrent 29 ans à construire un foyer fondé sur la foi et le pardon. Mais cette douleur, cette trahison, avait une autre piqûre. Le lendemain matin, Evelyn se rendit à la banque pour examiner son compte. Mi-routine, mi-nécessité. C'en était presque amusant. Le solde n'avait pas bougé, car Ryan n'avait jamais eu accès à cet argent, car Ryan ignorait même son existence. Après la mort de Léonard, l'hôpital tenta d'échapper à toute responsabilité. Ils prétendirent qu'il s'agissait d'une complication naturelle. Mais Evelyn était infirmière depuis trop longtemps pour ne pas reconnaître le schéma. Elle insista, porta plainte, consulta un vieil ami avocat. Et 2 ans plus tard, elle gagna un procès pour faute professionnelle que personne ne pensait pouvoir lui donner. 9,5 millions de dollars. Elle n'en informa personne, pas même Ryan. Elle transféra l'argent dans un compte séparé sous son nom de jeune fille, réparti sur plusieurs comptes. Ce n'était pas par paranoïa. C'était la tranquillité d'esprit, un secret, une chose sacrée. Parce que l'argent change les gens et il vaut mieux passer sous silence certaines choses.
Ce jour-là, assise dans le hall de la banque, les chevilles enflées et l'esprit brisé, Evelyn réalisa autre chose. Ryan n'avait pas seulement trahi sa confiance, il l'avait sous-estimée. Elle n'avait peut-être plus la maison, mais elle avait des ressources. Elle avait le savoir. Et il lui restait une arme que Ryan n'avait jamais appris à utiliser. La patience. Alors, elle réserva une chambre de motel à Meridian. Payée en liquide. 2 nuits. Sans poser de questions. Il lui fallait une stratégie. Mais plus que ça, il lui fallait rester assise tranquillement et se rappeler qui elle était. Elle feuilleta un vieux carnet qu'elle gardait dans son sac à main, rempli de prières, de numéros de téléphone et de rappels manuscrits pour appeler sa cousine à Lafayette. Au dos se trouvait un mot qu'elle avait griffonné des années auparavant, le jour où l'accord judiciaire avait été conclu. Ne laisse pas l'argent te faire parler. Laisse-le te faire taire. Laisse-le te faire gagner du temps. Elle sourit à la page. Ryan crut l'avoir mise à la porte, mais il ignorait totalement qu'il venait de la libérer. Mais liberté ne rime pas avec confort. Pas encore. Et Evelyn avait encore des épreuves à traverser avant de se relever. La première fois que Ryan lui avait posé une pile de papier, c'était un dimanche. Evelyn était assise à la table de la cuisine, en train de plier des torchons pendant que le four faisait tic-tac d'une tarte à la patate douce. Ses genoux lui faisaient du mal ce jour-là. La pluie arrivait. Elle le sentait jusqu'au plus profond d'elle-même. Mais elle souriait malgré tout. Ryan était passé sans appeler au préalable, et même si elle n'aimait pas les surprises, elle se disait qu'elle lui manquait peut-être. Il entra vêtu d'une de ses chemises cintrées qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Nathalie le suivit, levant à peine les yeux de son téléphone. « Dis donc, maman, » dit-il en la serrant dans ses bras. « On a apporté des papiers. Rien de grave, juste des trucs pour payer les impôts et la maison. Du rangement à l'arrière, tu sais. » Evelyn fronça les sourcils. Quel genre de papier? Ryan sortit un dossier comme un magicien avec un jeu de cartes. Documents de fiducie, transfert de propriété, clause de procuration. On a fait vérifier tout ça. Le cabinet de Nathalie fait ce genre de choses tout le temps. C'est tout à fait normal. Nathalie intervint derrière son écran, sans lever les yeux. C'est juste une façon de protéger vos biens, mademoiselle Carter. Évitez l'homologation. Vous seriez toujours couverte pour tout. Je n'ai rien demandé pour éviter quoi que ce soit, dit Evelyn doucement, les mains posées sur la serviette dépliée. Ryan rit. Je sais. C'est pour ça qu'on le fait pour vous. Écoutez, s'il vous arrive quelque chose, enfin, Dieu vous en préserve. Ce serait un vrai désastre de démêler la maison et votre nom sur tous les documents. Ça permet juste de s'assurer que tout reste dans la famille. Evelyn fixa le papier. Les lettres flottaient un peu. Elle ne portait pas souvent ses lunettes de lecture. Elle détestait qu'elle lui pince les ailes du nez. Ryan le remarqua. « Tiens, » dit-il en lui tendant un stylo. « J'ai surligné les lignes de signature. Tu n'as pas à t'inquiéter du reste. J'en ai déjà parlé avec eux. » Elle hésitait. Elle aurait voulu dire quelque chose comme « Je devrais probablement demander à quelqu'un d'examiner ça. » Ou « Pourquoi as-tu besoin d'une procuration maintenant ?» Mais Ryan était son bébé. Son petit garçon qui pleurait quand elle passait devant son berceau. Celui qui avait besoin d'un inhalateur dès qu'il était trop excité. Celui avec qui elle veillait toute la nuit quand il avait attrapé la varicelle à 6 heures et refusait de dormir sans lui tenir la main. Alors elle a signé, page après page. Il a même plaisanté pendant qu'elle griffonnait son nom. « Tu écris l'histoire, maman !» Elle a ri une fois, juste un petit rire. Le minuteur de la tarte s'est déclenché et elle s'est levée pour éteindre le four. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire pendant des semaines. L'odeur de cannelle et de sucre brûlé. Le cliquetis du capuchon du stylo. Le sourire un peu trop satisfait sur le visage de Nathalie. Elle ne le savait pas encore, mais cet après-midi-là était la dernière fois qu'elle s'asseyait à cette table de cuisine. Les visites suivantes ont été plus courtes. Ryan a commencé à arriver avec des relevés bancaires et des amis investisseurs qu'elle n'avait pas envie de rencontrer. Il était toujours occupé, sans cesse occupé, à parler de revente immobilière, de constitution de portefeuille, de la valeur nette de sa maison qui attendait d'être débloquée. Il commença à l'appeler Evelyn devant Nathalie.
C'était nouveau. Et un jour, alors qu'elle arrosait les bégonias du jardin, elle entendit Nathalie dire: Dès qu'on aura conclu l'achat de cette maison, on pourra enfin avoir cet appartement à Dallas. C'est alors qu'Evelyn commença à préparer un petit sac, au cas où. Elle rangea sa Bible, son passeport, la dernière photo de Léonard qu'elle avait, et son carnet contenant les coordonnées bancaires du règlement dont elle n'avait jamais parlé à Ryan. Son corps ne bougeait plus aussi vite, mais son esprit, lui, était encore assez vif pour savoir quand l'amour s'était figé. Mais Evelyn n'était pas allée aussi loin, juste pour voir tout ce qu'elle avait construit disparaître. Pas sans rappeler à Ryan à qui il avait donné le nom. Le jour où Ryan l'avait invitée chez elle, Evelyn n'avait pas dit un mot. C'était un mercredi, un peu après le déjeuner. Elle venait de finir de passer l'aspirateur dans le salon, une corvée qu'elle aimait encore faire elle-même, même si sa nièce la détestait pour ça. La saleté se fichait de l'âge et Evelyn croyait en une maison propre, peu importe qui la regardait. Ryan entra, lunettes de soleil aux pieds, écouteurs autour du cou. Nathalie était à l'écart au milieu d'une conversation avec quelqu'un par Bluetooth. Ils ne parlèrent pas au début, passèrent du juste devant elle comme si elle était la femme de ménage. Puis Ryan marqua une pause, se retourna et dit d'un ton désinvolte: Dis donc, la prochaine fois que tu utilises le Dyson, tu peux le vider? On a des gens qui viennent de voir la maison ce week-end. Evelyn cligna des yeux. Des gens. Des agents immobiliers juste pour se faire une idée de la valeur, tu sais? Une étude de marché. Elle le fixa du regard. Tu vends la maison. Il rit comme si elle lui avait demandé s'il allait déménager sur la Lune. Pas encore. Juste pour anticiper. Il faut qu'on explore toutes les options, hein? Elle se redressa. Nos options. C'est là qu'il le dit. Tu es une invitée maintenant, maman. C'est toujours ton espace, bien sûr, mais légalement. Enfin, tu sais comment c'est. Sa main se serra plus fort sur la poignée de l'aspirateur. Elle ne dit rien, ne cria pas, ne pleura pas, hocha juste la tête une fois. Ce soir-là, elle fit son petit sac pour de bon. Elle n'eut pas grand-chose. Juste ce dont elle avait besoin. Cette Bible, son carnet, 2 robes, une paire de baskets et son alliance, qu'elle n'avait pas portée depuis la mort de Léonard, mais qu'elle gardait toujours dans une petite pochette près de sa table de chevet. Ryan ne lui demanda pas où elle allait. Nathalie s'en fichait. Ils avaient ce qu'ils voulaient. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Evelyn s'installa dans un motel économique à l'autre bout de la ville, près d'une aire de repos pour camions et d'une station-service aux lumières clignotantes en permanence. Le lit grinça quand elle s'assit et le chauffage siffla comme s'il était asthmatique. Mais c'était le sien et il était silencieux. Elle s'assit au petit bureau et ouvrit son carnet. Il y avait un numéro qu'elle y avait conservé pendant 14 ans, appartenant à une femme nommée Doris, qui travaillait dans une association qui aidait les femmes âgées à s'y retrouver dans le droit du logement. Doris l'avait aidée une fois lorsqu'un locataire de son logement avait tenté de la poursuivre en justice pour un problème de plomberie. Elle composa le numéro. La sonnerie retentit une fois, puis deux, puis la communication raccrocha. Elle soupira. Puis elle se souvint de C.G., Clarence C.G. Burrell, l'ami de Léonard dans l'ancien quartier, un avocat, retraité depuis longtemps, mais plus cinglant qu'un fouet et 2 fois plus têtu. Elle ne lui avait pas parlé depuis des années, mais elle décrocha quand même. La sonnerie retentit 6 fois avant qu'une voix fatiguée et rauque ne réponde. Il vaudrait mieux que ce soit Jésus ou les ennuis. Evelyn sourit. Peut-être les deux. Evie. Ouais, c'est moi. J'ai besoin de te parler. Mais CJ n'eut pas besoin d'être convaincu, car les vrais amis se souviennent quand quelqu'un débarque avec un ragoût après une opération et qu'il attendait un appel comme celui-ci. CJ la retrouva dans un restaurant près de l'Interstate 20 le lendemain matin, le genre d'endroit où l'on servait encore du café dans de lourdes tasses en céramique et où l'on appelait tout le monde « on », de 5 à 85 ans. Il paraissait plus vieux que dans ses souvenirs, sa barbe était blanche maintenant, ses yeux un peu plus vitreux. Mais il avait toujours ce même front épais et cet humour pince sans rire qui faisait réfléchir les gens avant de lui mentir. « Tu as une mine d'enfer », dit-il en se glissant dans la banquette en face d'elle. Evelyn sourit. « Bonjour à toi aussi. » Il prit une gorgée de son café. Noir, sans sucre, sans crème, comme Léonard.
D'accord, dit CJ en posant la tasse. Dis-moi tout. Ne saute pas. N'adoucis pas. Dis-moi tout. C'est ce qu'elle fit. Elle lui parla des formulaires que Ryan lui faisait signer, de la façon dont il changeait les serrures, du commentaire des clients, de Nathalie, des agents immobiliers, des faux sourires. CJ l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière et laissa échapper un long soupir. Il vous a trompé, il vous a joué un tour, mais il a fait une grosse erreur. Qu'est-ce que c'est? Il a oublié qui l'a élevé. Evelyn baissa les yeux sur sa serviette. J'ai signé l'acte, CJ. Oui, mais signé sous un faux prétexte. Ça ne veut pas dire que c'est légal, surtout si tu n'étais pas pleinement informé ou qu'il a déformé les documents. Elle haussa un sourcil. Tu crois qu'on peut le poursuivre en justice? CJ sourit. Evie, je pourrais le poursuivre en justice en dormant. Elle rit, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour. Je suis fatigué, CJ. Je n'essaie pas de le détruire. Je veux juste ma maison, et je veux me regarder à nouveau sans me sentir idiote. CJ hocha lentement la tête. Alors ne le détruisons pas. Apprenons-lui quelque chose. Ils passèrent les 2 heures suivantes à tout revoir. Ce qu'elle avait signé, les dates dont elle se souvenait, les conversations dont elle se souvenait. Evelyn avait de toute façon noté la plupart de tout dans son carnet, avant même de penser en avoir besoin. Habitude de vieille infirmière. Tout documenté. CJ lui expliqua à quoi s'attendre ensuite, quel type d'avocat il la mettrait en contact, comment il déposerait une requête pour enquêter sur la fraude au transfert et que faire si l'affaire dépassait les bornes. Puis, Evelyn dit quelque chose qu'elle n'avait dit à personne. « J'ai de l'argent, CJ. » Il cligna des yeux. « Tu veux dire un peu d'argent de côté? » »« Non, je veux dire de l'argent réel. L'argent de l'indemnisation de l'hôpital. 9,5 millions. » CJ faillit laisser tomber sa tasse. Bon sang, je n'y ai jamais touché. Il ne voulait pas que Ryan le sache. Il ne voulait pas que quiconque le sache, vraiment. CJ secoua lentement la tête. Tu étais assise sur 9 millions de dollars et tu laissais ce garçon te tourner en rond. Je ne voulais pas que l'argent change ma façon de l'aimer, dit-elle à peine plus fort qu'un murmure. CJ ne répondit pas tout de suite, se contenta de la fixer, puis tendit la main par-dessus la table et lui toucha la main. Ça n'a pas changé, dit-il. Il avait changé tout seul. Evelyn regarda l'autoroute au loin par la fenêtre. Son reflet dans le verre semblait plus vieux qu'elle ne le ressentait. Usé, pas vaincu, mais fissuré, comme quelque chose qui serait tombé, mais qui refusait de se briser. Elle se tourna vers CJ. « Je veux bien faire les choses. Pas de drame, pas de caméra. Juste mon nom sur ma porte. » CJ hocha la tête. « On va le faire. » Mais il y avait une dernière conversation qu'Evelyn devait avoir devant les avocats, avant les audiences. Une dernière tentative pour parler non pas à l'homme qui était devenu Ryan, mais au garçon dont elle se souvenait. Evelyn n'appela pas la première. Elle savait que si elle le faisait, il raccrocherait ou demanderait à Nathalie de parler à sa place. Alors, elle se présenta. Il était tard dans l'après-midi lorsqu'elle s'engagea dans l'allée. Le jardin paraissait trop propre, comme si quelqu'un avait taillé les haies juste assez pour impressionner un inconnu, mais pas assez pour montrer un réel soin. Ses bégonias avaient disparu. Elle frappa une fois. Ryan répondit en short de sport et sweat à capuche griffée, tenant un shake protéiné. Son visage se crispa à la seconde où il la vit. « Maman, Evelyn, qu'est-ce que tu fais là ?» Evelyn s'avança juste assez pour que la porte moustiquaire les sépare. « Je n'ai pas besoin de beaucoup de ton temps. Je suis juste venu dire quelque chose. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vérifiant probablement si Nathalie était là, puis soupira et sortit sur le porche. « Écoute, si c'est à propos de la maison... » Elle leva la main. « Laisse-moi finir. » Il se tut. « Je t'ai élevé quand personne d'autre ne le ferait, non pas par obligation, ni par désir de te remercier. Je l'ai fait parce que j'ai vu un enfant qui avait besoin d'amour, et je lui ai donné tout ce que j'avais. » Les yeux de Ryan clignèrent, mais il resta silencieux. « Je t'ai vu grandir. J'ai renoncé aux vacances, au sommeil, au temps, à mon corps. Je t'ai tout donné. Et je ne t'ai jamais fait sentir comme un invité dans cette vie. » Elle prit une inspiration. Sa gorge était serrée. « Et tu m'as remercié avec une signature et une serrure changées. » Il se frotta la nuque. « Tu as signé
Ma. Ce n'était pas comme si je t'avais forcé. Ne m'appelle pas Ma si tu ne le penses pas. Silence. Elle redressa les épaules. Je ne suis pas là pour discuter, juste pour te dire que je sais ce que tu as fait. Et sache que je ne suis pas fauché. Je ne l'ai jamais été. J'ai assez d'argent pour acheter cette maison 10 fois. Le visage de Ryan changea. D'abord l'incrédulité, puis la panique, puis une sorte de honte. Je ne le savais pas. Tu n'étais pas censé le savoir, dit-elle, parce que l'amour n'est pas un business, et la loyauté ne s'achète pas. Mais maintenant je sais, et toi aussi. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. J'ai déjà parlé à un avocat. Ça ira où ça doit aller. Je voulais juste te regarder dans les yeux une dernière fois avant que ça n'arrive. La main de Ryan retomba sur son flanc. Tu vas me poursuivre en justice. Non, dit-elle. Je vais te rappeler ce que coûte une vraie maison. Et sur ce, elle se retourna et retourna à sa voiture. Pas de cris, pas de supplications, juste une femme qui se souvenait enfin de sa valeur. Mais les procès n'effraient pas les gens comme Evelyn. Ce qui les effraie, c'est de voir la personne qu'ils ont sous-estimée se relever plus forte que jamais. 3 mois plus tard, la maison était vide. Pas de meubles, pas de Nathalie, pas de Ryan. La nouvelle propriétaire, une institutrice à la retraite de Lafayette, a déclaré que l'endroit lui paraissait lourd à son arrivée, comme s'il avait traversé une épreuve. Et c'était le cas. CJ avait agi vite. La plainte pour fraude avait été examinée plus vite que prévu. Le juge n'a même pas sourcillé après avoir examiné les documents et les témoignages. Il a déclaré qu'Evelyn avait clairement été trompée et que le transfert avait eu lieu dans des circonstances douteuses, potentiellement manipulatrices. Ryan ne s'est jamais présenté à l'audience. Il avait déjà quitté l'État. Nathalie est retournée à Dallas sans lui. Evelyn n'a pas souri en entendant cela. Elle n'a pas ri. Elle a juste expiré. Long, lent. Comme si quelque chose avait retenu son souffle en elle et qu'il pouvait enfin le lâcher. Elle n'a cependant pas réemménagé. Trop de souvenirs, trop de fantômes de trahisons silencieuses et de dîners du dimanche qui ressemblaient désormais à des répétitions pour une sortie. Au lieu de cela, elle a pris son argent, son héritage entier et intact, et a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle acheta 3 maisons à Pascagoula, dans le Mississippi. Ni grandes, ni tape à l'œil, juste ce qu'il fallait. Elle les transforma en logements sûrs pour les femmes de plus de 60 ans, expulsées, déplacées ou abandonnées par leur famille. Elle baptisa ce petit programme Len's Place, en hommage à son défunt mari. Elle disait que c'était le genre de choses qu'il aurait fait s'il avait vécu assez longtemps pour prendre sa retraite. La première résidente était une femme nommée Alma, 74 ans, chassée par son petit-fils lorsqu'elle ne pouvait plus garder ses enfants à temps plein. La deuxième était Darlene. Sa propre fille avait vendu sa maison pendant qu'elle était en cure de désintoxication pour une opération de la hanche. Evelyn préparait les repas du dimanche pour elles toutes. Parfois, elle regardait des jeux télévisés. Parfois, elle s'asseyait simplement sur la véranda et échangeait des anecdotes sur ceux qui leur avaient fait du mal et ceux à qui elles avaient survécu. De toute façon, Evelyn n'avait jamais besoin d'expliquer son histoire. Il le voyait dans son attitude. Calme, posée, sans complexe. CJ lui rendait encore visite de temps en temps, surtout lorsque la paperasse s'accumulait. Il plaisantait en disant qu'il la mettrait sur un panneau d'affichage. Une femme qui avait transformé la trahison en plan. Evelyn riait et lui faisait signe de la main. « J'ai juste fait ce que ma mère m'a appris. On ne se laisse pas abattre quand on est acculé. On prie, on campe sur ses positions et on protège sa paix. » Mais Evelyn savait que le combat n'était pas pour une maison. Il s'agissait de ne pas laisser une seule trahison définir la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. 1 an plus tard, Evelyn était assise sur la véranda de Len's Place, une tasse de thé et une couverture polaire sur les genoux. Le ciel au-dessus de Pascagoula était strié d'orange et d'or, le genre de coucher de soleil qui transformait le silence en hymne. Alma était à l'étage en train de crocheter. Darlene était dans la cuisine, en fredonnant tout en nettoyant le chou vert. Et Evelyn, pour la première fois depuis longtemps, se sentait immobile. Ni occupée, ni en colère, ni blessée. Juste immobile. Une lettre arriva par la poste ce matin-là.
Pas d'adresse de retour, juste son nom écrit à la main. Une écriture qu'elle n'avait pas vue depuis presque 1 an. À l'intérieur se trouvait un mot. J'ai fait une erreur. Je le comprends maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Peut-être pensais-je avoir un dû. Peut-être n'ai-je simplement jamais compris ce que tu m'as donné. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais te le dire. Tu ne méritais pas ce que j'ai fait. J'espère que tu vas bien. Ryan. Evelyn l'a lu 2 fois, puis l'a plié soigneusement et l'a rangé au dos de sa Bible. Non pas par intention d'oublier, mais parce que certaines choses sont faites pour être rappelées sans être revécues. Elle ne lui a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Pour elle, pardonner ne signifiait pas le laisser tranquille. Il s'agissait de se libérer de l'emprise de ce qu'il avait fait. Elle savait maintenant quelque chose qu'elle ignorait alors. On peut aimer quelqu'un pleinement, l'élever correctement, lui donner tout ce qu'on a, et pourtant le perdre. Non pas à cause de qui on était, mais à cause de qui il a choisi d'être. Et ce n'est pas à toi de porter cette honte. Evelyn se pencha en arrière sur sa chaise, tandis que les grillons commençaient à accorder leur chant du soir. Elle ferma les yeux et respira profondément, le genre de souffle qui emplit plus que les poumons. Il emplit la mémoire. Il emplit de sens. Une maison n'était pas seulement un toit. C'était les gens qui se trouvaient en dessous. Et elle en avait construit une nouvelle de toutes pièces. Pas besoin de paperasse. Si cette histoire vous a profondément touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez perdu, aimé ou laissé partir, partagez-la avec un ami qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous ceci, le véritable amour ne se vole pas. Les vraies mères ne se plient pas. Et le vrai pouvoir ne hurle pas. Il se reconstruit silencieusement de la base.